une veine. Comme ça, la nourriture, elle peut circuler dans la cellule. Et petit à petit, il construit un réseau. Et Toshi a comparé ce réseau avec le réseau des trains au Japon. Et il a dit que finalement, le réseau du blob, il était moins coûteux, plus efficace. Donc nous, on a fait pareil avec la France. On a mis le blob sur Paris. Et regardez, vous allez voir, donc les lignes que vous voyez en gris, c'est les lignes de la SNCF, les grandes lignes. Et alors moi, j'étais très déçue, personnellement, parce que le blob me dit qu'il faut quand même que je passe par Bordeaux pour aller à Paris. J'aurais bien aimé qu'il trouve une ligne droite. Mais vous voyez qu'en fait, le blob, ils utilisent beaucoup moins de chemin que la SNCF. Donc son réseau est beaucoup moins coûteux, et pourtant, il est tout aussi efficace. Donc les ingénieurs, ils ont décidé de traduire le comportement du blob en mathématiques. Et maintenant, quand ils font des réseaux, ils demandent au blob d'abord. Ils disent, ben voilà, j'aimerais relier telle ville à telle ville, qu'est-ce que le blob me propose? Et donc, ils font des petites simulations, comme ça, avec l'ordinateur. Et le blob, il dit, ben voilà, vous devriez faire ça. Et puis voilà, là, il y a deux types de simulations, vous voyez. Donc ça, c'est des faux blobs, hein. C'est des blobs un petit peu simulés, par ordinateur. Mais ça copie le comportement du blob. Et les humains, en ce moment, ils utilisent le blob pour lui demander son avis. C'est quand même incroyable. Le blob, c'est une cellule, je vous ai dit, elle respire, elle se déplace, mais elle sait aussi percevoir son environnement. Pourtant, elle n'a pas de nez, elle n'a pas d'oreille, elle n'a pas d'yeux. Et pourtant, elle sait sentir les choses. Alors, j'imagine que dans les écoles, vous avez tous manipulé l'agar. Vous savez, c'est une petite gélose sur laquelle on met le blob. On l'a mis sur l'agar tout à l'heure, dans la spirale. Et l'agar, ça a une particularité. Si vous mettez 2 gouttes de colorant rouge à un endroit de l'agar, qu'est-ce qui va se passer? Le rouge va diffuser dans l'environnement. En diffusant, ça crée ce qu'on appelle un gradient. C'est-à-dire que ici, c'est beaucoup plus rouge et ici, c'est beaucoup plus rose. Ça veut dire qu'il y a moins de colorant. Et bien le blob, lui, il est capable de sentir ça. Et c'est comme ça qu'il va trouver sa source de nourriture. Donc si vous avez un labyrinthe comme ceci et que vous mettez un flocon d'avoine au milieu, on va mettre un tout petit peu colorant pour que vous voyez. Le flocon d'avoine, en fait, ces molécules, elles vont se déplacer dans le labyrinthe. Vous ne le voyez pas, ça. Mais elles se déplacent dans l'agar. Et c'est invisible. Mais lui, le blob, il le sent. Et quand il va se déplacer dans le labyrinthe, ce qu'il va faire, le blob, c'est remonter cette odeur qu'il peut percevoir dans le sol. Il faut imaginer que le blob, il lèche le sol, il goûte le sol. Et dès que ça goûte à la nourriture, il fonce. Et quand il avance, et si ça a encore plus goût à la nourriture, il persiste dans la même direction. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir trouver la nourriture dans un labyrinthe. Donc si vous mettez par exemple un poison maintenant, vous voyez en rouge c'est un poison et en vert c'est quelque chose que le blob aime bien. Là, le poison il va diffuser, la nourriture aussi, et vous allez voir que votre blob il va éviter totalement le poison sans le toucher. Et il va aller vers la nourriture. Et on a testé plein de substances pour voir qu'est-ce que le blob aimait et qu'est-ce qu'il n'aimait pas. Alors le blob il adore le cholestérol, le gras. Il aime la cortisone, les antidépresseurs. Il adore, hein. On a essayé 5 marques d'antidépresseurs. Il les aime tous. Il aime aussi les somnifères. Je pense que notre blob est un peu déprimé. Il aime le sucre, un tout petit peu, pas grande quantité. Vous l'avez peut-être fait à l'école. Il faut faire attention avec le sucre. Alors qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il n'aime pas la testostérone. Je sais pas pourquoi. Il n'aime pas le zinc, il n'aime pas le sel, il n'aime pas la caféine. Donc en fait, on a testé 100 molécules, je ne vais pas vous les lister. Mais voilà, on peut savoir finalement très vite ce que le blob aime et ce que le blob n'aime pas. Et donc le blob, il y a des choses qu'il aime et qu'il n'aime pas, et du coup, il sait quand même très bien équilibrer son régime alimentaire. Alors vous connaissez cette expérience par cœur, vous l'avez tous fait à l'école, c'est l'expérience de la cafétéria. Vous partagez votre lunch avec le blob. Donc par exemple, ce jour-là, j'avais mangé de la saucisse et des tomates. Donc j'ai dit au blob, est-ce que tu préfères la saucisse de Toulouse et les tomates? Blob, vous voyez qu'il décide fortement. Quand il aime quelque chose, on le voit tout de suite, et quand il n'aime pas, aussi. Il n'aime clairement pas la saucisse de Toulouse. À votre avis, si vous avez suivi, pourquoi il n'aime pas la saucisse? Bravo, c'est exactement pour ça. Parce qu'il y a du sel. Et non, le gras, il aime bien. Donc nous, on a joué à Top Chef au laboratoire. On a créé des flancs pour blob, des crèmes brûlées, où on a manipulé à l'intérieur la quantité de gras, la quantité de protéines, la quantité de sucre, les sels minéraux, les vitamines. On a créé, on est mieux que Top Chef, hein, on a créé 32 recettes différentes. Et ensuite, on a placé nos blobs sur ces petites recettes, sur ces flancs, et on a regardé finalement s'ils les aimaient bien ou s'ils les aimaient pas.
Et pour savoir s'il les aime bien, en fait, on mesure à quel point il se déplace et à quel point il grandit sur le flanc. En fait, on les prend, on les pèse, on les met sur des balances, etc. Et ensuite, une fois qu'on a défini quel était son flanc préféré, on lui demande s'il est capable de le reconnaître à distance. Donc ici, ce que vous voyez, c'est un blob au milieu, et les flancs bleus, ils sont soit trop sucrés, soit trop protéinés, soit trop gras, mais ils sont tous différents. Le rouge, c'est le flanc préféré du blob, celui sur lequel il grandit le mieux. On va regarder ce que fait le blob. Au départ, il part dans toutes les directions parce qu'il explore avec ses petits pseudopodes, et très vite, vous voyez, il va directement sur son flanc préféré. Alors sachez que nous, on ne sait pas faire ça. Hein. Nous, quand on va dans une cafétéria, on mange toujours trop gras, trop sucré. Le blob, c'est un génie de la nutrition, il ne fait jamais d'excès. Alors quand on faisait ces expériences sur la nutrition, j'étais en Australie et je travaillais sur le blob australien, alors qui est souvent surnommé AVA sur Internet. Le blob australien, il a la particularité que c'est un super blob. En réalité, c'est mon préféré. Et à l'époque, on le nourrissait avec des flocons d'avoine bio. Il aimait bien ça, en fait. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre de travailler tout le temps sur le même blob qu'on coupe en morceaux. Ça serait bien d'avoir un deuxième blob pour comparer. Parce que peut-être je suis tombée sur l'intelligent du groupe. Donc, j'ai fait venir le blob américain. Le blob américain, quand je lui ai donné des flocons d'avoine bio, il a dit... Il est sorti de sa boîte et a dit, ah non, moi je mange pas de ça. Moi. Par contre, il grandissait très bien dans la poubelle. En fait, le blob américain, il n'aime que les flocons d'avoine Quaker. Donc, il nous force finalement à nourrir tout le monde avec du Quaker. Mais lui aussi, il aime bien le Quaker, plus que le flocon d'avoine bio. Et donc, ça m'a donné l'idée de collectionner les blobs. Et donc, j'ai fait d'abord venir 3 blobs. Un blob américain, un blob australien et un blob japonais. Alors, les couleurs, au fond, c'est juste pour que vous voyez la différence entre les souches. Mais en réalité, ils ont la même chose à faire, explorer un environnement. Et vous allez voir que très vite, on voit la différence. Le japonais, il est extrêmement rapide. Vous voyez, il a touché le bord de la boîte que l'australien a à peine commencé. C'est le mou du groupe, hein, l'australien, il faut le savoir. Il prend son temps. L'américain fait du mucus partout, la plupart du temps. Et alors, vous voyez, lui, il va commencer à s'ennuyer, donc il fait le tour de la boîte. Que l'australien n'a pas touché le bord de la boîte encore. Donc, vous voyez, ils sont très différents en termes de vitesse et en termes de comportement. Je vais vous montrer aussi. On a fait une expérience toute simple. Vous mettez, c'est la petite expérience de la cafétéria, mais version très simplifiée. Hein. Il y a 2 nourritures, une qui est pas top et une qui est plutôt super, la verte. Là, vous avez le japonais et là-bas, vous avez l'australien. Et vous allez voir la différence de stratégie. Le japonais, qu'est-ce qu'il fait? Il fonce. Lui, c'est un rapido. Pof, il se trompe. L'australien prend son temps, mais il choisit juste. Si vous faites 100 fois l'expérience, le japonais, 1 fois sur 2, il se trompe. Parce qu'il choisit en réalité complètement au hasard. Et l'australien, lui, il se trompe 1 fois sur 100. Alors vous allez dire, ah, c'est parce que l'australien est beaucoup plus intelligent que le japonais. Pas du tout. Le japonais, il est trop rapide. Et donc la nourriture, comme je vous ai dit, elle diffuse dans l'environnement. Et lui, en fait, il part avant qu'elle ait diffusé. Donc il part complètement en aveugle, en fait. Or que l'australien, en attendant, la nourriture arrive à lui. Et donc il arrive à trouver très vite quelle est la meilleure nourriture. Alors après, on a fait des expériences un peu plus compliquées pour le blob. Là, ils sont 2. Là, il y a 2 Américains, 1 flanc. 2 Australiens, 1 flanc. 2 Japonais, 1 flanc. Donc c'est comme si je vous mets face à face avec un ami à vous et que je vous donne une barre de Mars. Qu'est-ce que vous faites? Partagez? Vous vous jetez dessus?